Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Contrepoint. Aujourd'hui, nous recevons comme chaque semaine Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, cette semaine, je vous propose de parler de l'intelligence artificielle, sujet qui sera particulièrement d'actualité puisque les 10 et 11 février prochains, la France organise un grand raout sur l'intelligence artificielle avec notamment la présence du Premier ministre indien qui sera le vice-président. On attend peut-être la venue d'Elon Musk, on attend également le vice-président américain et tous les grands acteurs de la tech et de l'IA de la Silicon Valley, comme notamment le PDG de OpenAI. Alors, Jean-Baptiste Noé, une première question. Les États-Unis ont annoncé d'importants investissements dans l'IA, ce sont les grandes annonces de Donald Trump, mais la Chine a tout de suite répliqué avec la sortie de DeepSeek, donc cette nouvelle intelligence artificielle, ce nouveau moteur de recherche. Qu'est-ce que cela nous dit des enjeux de l'IA ? On voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est la conquête spatiale des années 1960. Il y avait une concurrence entre États-Unis et Union soviétique. Aujourd'hui, on a la concurrence entre États-Unis et Chine. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs ont assimilé la sortie de DeepSeek à Sputnik, qui était la première fois que les soviétiques et une nation envoyaient un satellite dans l'espace. Et effectivement, on voit bien que les enjeux sont les mêmes en termes d'importance, même si l'intelligence artificielle va beaucoup plus loin, puisque le savoir technologique est cumulatif. Ce qui est intéressant également, c'est d'étudier le tempo. Donald Trump a fait sa grande conférence de presse, on en avait d'ailleurs parlé dans une émission qu'on peut retrouver sur Contrepoint. Il y a eu l'annonce de 500 milliards d'investissements sur fonds privés, pas d'investissement de l'État. Et une semaine après, donc le soufflet était à peine retombé, la Chine annonce la sortie de DeepSeek. Alors non seulement ils annoncent cette sortie, mais le moteur de recherche est opérationnel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est mis en open source. Ça renvoie notamment à ce que disait Elon Musk. Elon Musk disait les brevets, ça ne sert à rien. Quand on est sûr de ce que l'on fait, quand on est certain d'être le meilleur, on peut mettre les éléments en libre accès, en libre service. Et pourtant, lui-même met des brevets. Et là, les Chinois ont pris en quelque sorte Elon Musk au mot. Ils ont mis ce moteur de recherche en open source qui permet à ceux qui travaillent dans le domaine d'aller vérifier le code et d'aller vérifier que tout fonctionne. Et puis, ils ont annoncé également une intelligence artificielle qui était beaucoup moins coûteuse. On sait qu'aujourd'hui, les deux problèmes de l'IA, ce sont à la fois les coûts d'investissement et les coûts en matière d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour en produire. Et DeepSeek, nous disent ces promoteurs, coûte beaucoup moins cher à produire et coûte beaucoup moins d'énergie. Ça reste à vérifier. On ne sait pas aujourd'hui si c'est uniquement un effet d'annonce, de la propagande ou si c'est vraiment le cas. Ça reste à vérifier. En tout cas, c'est quelque chose qui a eu une conséquence très importante. On a notamment vu les actions des grandes entreprises gazières et pétrolières chuter. On a vu également les actions des grandes entreprises d'IA chuter. Donc, on verra ensuite si les promesses sont réelles. Mais en tout cas, ça a eu un effet économique manifeste avec ces cours de bourse qui ont répondu à l'annonce de DeepSeek. Donc, finalement, même dans le domaine de l'IA, il semblerait que les grandes puissances américaines et chinoises sont là aussi en train de se combattre. On pourrait parler de la France, si vous le voulez bien. La France est quand même assez intéressante en IA parce qu'elle a un train de retard, clairement. Mais il ne faut pas oublier que également tous ces cerveaux ont irrigué le milieu de la tech américaine et ce sont eux qui sont à la tête des grandes entreprises de l'IA. Pourtant, la France essaye de développer la notion de l'IA souveraine, de l'IA pour l'Union européenne. Qu'est-ce que vous trouveriez à dire là-dessus ? L'IA souveraine, c'est un peu comme les moteurs de recherche souverains, c'est comme Quant, c'est comme le Minitel, c'est comme Bull. Donc ça coûte beaucoup d'argent public, ça coûte beaucoup d'impôts, mais ça ne produit rien. On l'a vu d'ailleurs avec Lucie, qui a été, je ne veux pas dire un grand fiasco industriel. On est habitué à avoir des grands fiascos industriels par les industries dirigées par l'État. C'est un de plus par rapport à tout ce qui est dirigé par l'État. Et d'ailleurs, on cherchera en vain un grand succès industriel d'une entreprise dirigée par l'État. Lucie, donc, on ne connaît pas son coût exact qui a été caché, s'est mise en place et au bout de 2 jours s'est débranché parce qu'on s'est rendu compte que les moteurs de recherche ne fonctionnaient pas, que ça donnait n'importe quoi, alors même que ça devait être utilisé par l'Éducation nationale, qu'Elisabeth Borne avait dit que ça allait être intégré au programme scolaire, et ça a été de nouveau un échec. Donc encore une fois, on se rend compte que
Ce n'est pas le rôle de l'État que de faire de l'industrie, ce n'est pas sa fonction de développer de l'intelligence artificielle. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement, c'est de créer une protection juridique, une sécurité juridique, et là-dedans, les acteurs industriels se développent. On le voit d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup moqué l'échec de Lucie. Il y a aussi des réussites, il faut le souligner. Je pense notamment à Grenoble. Grenoble a toujours été un grand pôle industriel, même si c'est aussi la ville où il y a le plus de morts par balle en France, devant Marseille. Mais c'est aussi une ville qui est importante au niveau industriel, avec notamment des startups dans l'IA qui sont tout à fait opérationnelles et qui, dans bien des points, jouent la concurrence mondiale. On a aussi la mise en place de ce qu'on appelle la FIADS, donc c'est un acronyme pour France IA pour la défense et la sécurité. C'est un produit d'intelligence artificielle tout à fait intéressant. Vous avez les grandes entreprises de la défense qui ont créé un environnement de start-up afin que cet environnement de start-up contribue à créer des produits qui puissent être utilisés pour l'industrie de la sécurité de la défense. Or, on sait qu'en matière d'industrie, ce qui est développé pour l'armée a souvent un usage ensuite dans le civil. Pensons au nylon, développé pour l'armée, notamment pour les parachutes pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on retrouve aujourd'hui dans les vêtements. Pensons au web, qui est aussi un programme militaire. Donc c'est une bonne idée de commencer par l'armée. Il y aura probablement ensuite des choses qui vont se décliner au niveau civil. Donc on a des éléments qui fonctionnent en France. Ce sommet qui vient dans les jours qui arrivent, dans la semaine prochaine, est aussi une bonne nouvelle et montre que la France sait être au cœur et au centre des choses. Donc ça, c'est important à dire. Mais évidemment, dès que l'État veut faire de l'industrie, eh bien là, ça échoue. Puis il y a aussi quelques paradoxes. Par exemple, si on prend Mistral AI, qui est un petit peu la pépite en matière de l'IA de la France, qui veut être vraiment je dirais la tête de pont de cette industrie de l'IA souveraine en Europe, et qui en même temps a pour investisseurs Nvidia, Microsoft, Cisco, qui sont tous des entreprises américaines finalement. Oui, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le savoir-faire, c'est eux qui ont la technique, c'est eux qui ont les connexions, donc forcément c'est eux qui font les investissements. Et puis, on manque d'investisseurs en France. Le président de la Cour des comptes avait, à juste titre, souligné que les Français épargnaient à l'étranger. Et en économie, tout se tient. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de retraite par capitalisation, eh bien, vous manquez de capitaux pour investir dans l'intelligence artificielle. Quand vous avez une fiscalité confiscatoire, eh bien, les Français mettent leur épargne dans des ETF en Asie ou aux États-Unis, qui ne le mettent pas en France. Donc, la faiblesse de l'IA en France, c'est la conséquence du modèle social français. Et ça, beaucoup de gens ont de mal à le comprendre parce qu'ils ne comprennent pas que l'économie, c'est un puzzle où toutes les pièces sont imbriquées. Et quand vous avez une pièce qui ne fonctionne pas, ça a des conséquences sur l'ensemble du reste du corps économique. Alors, il semblerait aussi que la course à l'IA va finalement réunir tous les grands de ce monde. Par exemple, on voit avec Amazon qui s'est lancé lui aussi dans l'IA et qui voudrait devenir un grand leader de l'IA. Oui, alors Amazon, ça serait quand même bien que les Français finissent par comprendre que ce n'est pas un vendeur de livres. Il n'y a que les libraires français qui pensent que Amazon est encore un endroit où on vend les livres. Amazon, c'est d'abord et avant tout des serveurs, c'est AWS. C'est ça qui fait la force technique d'Amazon. Ce sont ces serveurs qui sont vendus d'ailleurs à de très grandes entreprises, dont la SNCF. Et Amazon, c'est une place de marché. Donc effectivement, on peut acheter des livres, enfin on peut acheter beaucoup d'autres choses. Le livre représente que 4 ou 5% du chiffre d'affaires de la plateforme Amazon. Et aujourd'hui, Amazon a prévu d'investir 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars, c'est énorme, pour Amazon seulement, dans l'intelligence artificielle, de manière à développer des chabots, à développer des techniques d'organisation. On n'est pas bluffé par la manière dont Amazon gère ses livraisons. On trouve ça normal, on commande le matin, on est livré l'après-midi. Quand on habite à Paris ou dans les grandes villes, ça nécessite une maîtrise de la chaîne logistique qui est absolument fondamentale. Ça, c'est la vraie révolution d'Amazon. Et aujourd'hui, avec l'IA, on voit qu'Amazon va améliorer encore davantage son outil industriel et développer des produits qui seront probablement très utiles dans les années qui viennent. Et puis, outre les investissements, finalement, l'autre enjeu, le vrai enjeu de l'IA, ce sont les ingénieurs. Oui, effectivement, on l'a dit en début d'émission, l'IA, c'est de l'énergie et des capitaux, mais il faut d'abord et avant tout des ingénieurs. Or, pour avoir des ingénieurs, il faut avoir des écoles d'ingénieurs. Alors, on en a quelques-unes en France qui fonctionnent encore correctement, qui sont capables de former des ingénieurs, mais une fois qu'on les a formés, il faut pouvoir les employer en France. Or, là aussi, vous voyez, le monopole de la collation des grades, par exemple, qui fait que seule l'université publique a le droit de donner le grade de docteur, fait qu'on a une production de richesse universitaire qui est atone. On se plaint à juste titre qu'on ne produise pas assez de docteurs, forcément, il y a un monopole de l'État.
Donc beaucoup de jeunes ingénieurs vont faire leur thèse ailleurs, notamment aux États-Unis, où ils ont des moyens financiers importants, où ils n'ont pas la bureaucratie qu'on a en France, et où ils ont en plus des grandes entreprises. Et on sait bien un ingénieur qui va faire sa thèse aux États-Unis, il ne va pas revenir au bout de 3 ans. De toute façon, en France, il n'y aura pas d'emploi dans l'IA au bout de 3 ans par rapport à son niveau de compétences. Donc, il est essentiel non seulement de former des bons ingénieurs, de leur offrir des doctorats ou des post-doctorats de qualité en France, des emplois, et on en revient toujours au même problème. Quand vous avez un système universitaire qui ne fonctionne pas, donc qui ne produit pas des gens qui peuvent aller en classe préparatoire ou dans les meilleures écoles d'ingénieurs, ou une université qui est bloquée par ce monopole de la collation des grades qui date de Napoléon Ier, enfin, ça fait quand même 2 siècles qu'on a ce boulet, ça serait quand même temps de comprendre qu'il faut le supprimer. On voit les conséquences aujourd'hui, qui est la fuite des ingénieurs, des étudiants compétents, et donc une perte de souveraineté, une perte de puissance industrielle. Et encore une fois, on se rend compte, mais ce n'est que l'un des très nombreux exemples, qu'en économie, tout est lié. Et quand vous avez un élément qui ne fonctionne pas à un endroit, eh bien, ça a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne industrielle et productive. Alors, une dernière question, Jean-Baptiste Noé, pour clore cette vidéo. Prenons un peu de hauteur, si vous voulez bien. On fait de l'IA la grande révolution du genre humain. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que ça va vraiment révolutionner l'être humain, notre rapport à la société, notre productivité? Alors, on a un point de vue qui sera peut-être démenti dans les mois ou les années qui viennent, hein, mais c'est que on est en fait face à une mode. Alors oui, l'IA est intéressante et apporte beaucoup de choses, mais c'est un développement industriel très intéressant. C'est un développement de productivité. Jean Fourastier a très bien compris a très bien démontré que la croissance industrielle est permise par la productivité, mais ce n'est pas un changement. Enfin, c'est un changement, un bouleversement, mais on en a connu d'autres. On a connu l'arrivée du charbon, le passage du cheval au moteur. On s'en rend plus compte aujourd'hui parce qu'on l'a complètement assimilé, mais c'est un changement majeur, social, aussi important, peut-être même plus important que les outils qu'on a aujourd'hui. Donc on a une mode, il y a quelques années on parlait du cloud. Alors le cloud, ça devait tout changer également. Bon, maintenant on est parfaitement habitué, ça a amélioré nos vies, mais ça n'a pas tout changé. On voit qu'il y a énormément de production intellectuelle, des livres qui sortent sur l'IA, parce que c'est une mode, donc les éditeurs publient en espérant que ce soit vendu. Oui, ça apporte des choses indéniables, ça apporte des outils qui sont très importants. On s'en sert quotidiennement, c'est une amélioration incontestable, mais l'historien de l'économie que je suis constate qu'on a connu des changements beaucoup plus importants en matière d'approche humaine dans les siècles antérieurs, que ce n'est qu'une étape de plus en matière d'accroissement de la productivité. Merci Jean-Baptiste Noé, merci pour ces réponses éclairantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, et puis à vous abonner à la chaîne de Contrepoint. Et puis écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous.